Bonjour à tous. Alors, j'ai que 30 minutes, c'est un Tools in Action, donc l'idée c'est de vous montrer un tool en action, et je vais vous parler de .NET Standard 2. Je m'appelle Sébastien Pertu, je travaille chez Microsoft, je fais beaucoup de choses chez MS, je fais beaucoup d'open source, ouais, comme quoi ça peut arriver. Je fais du Node.js et du .NET Core en général. Donc voilà, donc si vous savez ce que je fais, suivez-moi sur Twitter, ça me fera plaisir. Alors, je vais faire ça en deux parties. Petite première partie de présentation pour parler un petit peu de .NET Standard. Est-ce qu'il y en a qui connaissent .NET Standard déjà? D'accord. Alors, vous avez tous peut-être connu le framework .NET qui est sorti il y a quelques années, en 2002-2003, et qui a évolué au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, dans la version 4.8. Donc, au départ, c'était bien parce qu'il n'y avait qu'un seul framework, c'était facile de développer quand on n'a qu'un seul framework à supporter. Puis est arrivé au fur et à mesure du temps des nouveaux frameworks. Donc vous avez peut-être connu Silverlight, Feu Silverlight, mort de sa belle mort, qui était basé sur une autre runtime, mais sur lequel on pouvait continuer à développer sur le langage C# ou VB.NET, peu importe. Le problème qu'il y a, c'est que l'on avait déjà des soucis de compatibilité entre les plateformes. Forcément, Silverlight c'était supporté dans le browser ou sur n'importe quel navigateur, et .NET Framework c'était le full, le truc un peu gros qui était supporté que par Windows. Donc la première façon de faire des librairies, c'était d'utiliser des JS-define. Du coup, globalement, on disait, bon, si on est sur Silverlight, ben, je fais ça. Si on n'est pas sur Silverlight, je fais autrement. Et globalement, les développeurs s'en sortaient comme ça. C'était plutôt pas mal. Mais les choses ont évolué et on a commencé à rajouter d'autres runtimes qui étaient toutes basées aussi sur du .NET, mais on avait une runtime pour le framework, à l'époque c'était le 3, 3.5. On avait une nouvelle runtime pour Windows Phone, on avait une runtime pour XNA sur Xbox 360, et on avait encore Silverlight. Donc là déjà, c'était un petit peu plus compliqué de faire des JS-define dans tous les sens. Du coup, on a sorti ce qu'on appelle les Portable Class Library. Et on disait, ben c'est simple, j'ai 4 plateformes, je vais targeter celle-là et celle-là, et donne-moi l'ensemble de toutes les API qui sont communes à ces deux plateformes. Et du coup, c'était plutôt simple, on faisait juste une intersection entre ces deux plateformes. Mais derrière, nous, chez Microsoft, on préparait des packages que l'on appelait des profils qui disaient, ben voilà, si tu veux cette intersection entre ces deux plateformes, et ben voilà l'ensemble des API qui sont disponibles. Ce qui fait que du coup, ces profils, donc étaient là l'intersection entre .NET Framework et Silverlight, c'était le profil numéro 3. L'intersection entre .NET Framework, Silverlight et Xbox, c'était le profil numéro 4, etc. Et on avait l'intersection de toutes ces API. Ce qui fait que, bon, quand on a 4 plateformes, c'est plutôt simple à gérer, mais du coup, on a commencé à faire une intersection pour chacune de ces plateformes. Et chaque fois qu'on rajoute une nouvelle runtime, on multiplie l'ensemble de ces intersections et de ces API à mettre à disposition du développeur. Et le problème, c'est qu'on mettait toujours à disposition le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que si vous mettez l'intersection de toutes les plateformes, donc .NET Framework, Silverlight, Windows Phone, WinRT, compagnie, Xamarin qui est arrivé par derrière, eh bien on avait un pool d'API qui était très très restreint. Et surtout, on se retrouvait avec ce genre d'écran-là dans votre IDE Visual Studio. Je coche, et nous, derrière, on avait ce genre de folder à gérer. Ça, ce sont tous les répertoires qui gèrent chacune des intersections et des croisements possibles entre les différentes plateformes que vous targetez. Et chaque fois que vous rajoutez une nouvelle plateforme, une nouvelle runtime, eh bien, vous multipliez par autant le nombre de profils disponibles. Un profil étant une intersection parmi 6, 7, 5, 6, 7 plateformes. Et ça devenait ingérable pour nous. Et pour les développeurs, quand on avait besoin de targeter une plateforme, eh bien, on avait un pool d'API qui était très restreint parce qu'on se posait juste après, c'est-à-dire quand on a le plus petit dénominateur commun. Et c'était de plus en plus compliqué à gérer. D'où le fait de sortir .NET Standard. Alors d'abord, première porte en français, .NET Standard, ce n'est pas une runtime, c'est juste une spécification. C'est un document, qui précise toutes les API que les plateformes qui sont dessous doivent implémenter si elles veulent être .NET Standard. Donc au lieu de faire l'intersection de toutes les plateformes, on se place avant, on dit si tu veux être .NET Standard, alors tu dois remplir ce contrat-là. Okay, les premiers à l'avoir fait, .NET Standard, c'est .NET Core, qui a implémenté la première version de .NET Standard, la 1.0, et donc forcément, eux, vu qu'ils l'avaient implémenté et qu'ils connaissent .NET Core, ils étaient forcément .NET Standard. Donc voilà l'idée. Donc les PCS étaient une zone commune pour toutes les runtimes. .NET Standard, c'est une spécification qui se met en deçà
et qui doit être respecté, implémenté par chacune des plateformes qui veut être standard. Donc du coup, les mecs de .NET Framework, qui sont dans un autre bâtiment, ils ont dit, bah, écoutez, si on veut être compatible avec .NET Standard, on prend la spec, on modifie nos API pour les exposer pour être standard. Et du coup, vous, en tant que développeur, vous n'avez plus besoin de dire, bien, je veux telle intersection, telle intersection, telle intersection. Enfin, je coche, 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 coche. Je fais juste une librairie .NET Standard et je sais que l'ensemble des runtimes qui donc suit cette spec vont le supporter. C'est un petit peu ça l'idée. Donc évidemment, aujourd'hui, l'ensemble de toutes nos plateformes supportent .NET Standard dans la version 2.0. Donc évidemment, .NET Framework, .NET Core, mais aussi Xamarin. Ce qui fait que du coup, lorsque vous développez avec .NET Standard, sans vous en rendre compte, même si vous n'avez pas forcément besoin, vous êtes de facto compatible avec, par exemple, Xamarin. Et donc votre outil, si vous le développez avec .NET Standard, eh bien, va être de base compatible sur un téléphone iOS, par exemple, okay, via la runtime de Xamarin. C'est un petit peu ça l'idée, d'accord ? .NET Standard 2 est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 32 000 API. Globalement, ils ont cravaché pour être implémenté par pour que l'ensemble des API de .NET Framework soit dans l'aspect .NET Standard, ce qui fait que du coup aujourd'hui, eh bien, l'ensemble de pratiquement toutes les API dans le .NET Framework sont dans .NET Standard et donc été répliquées sur .NET Core, sur Xamarin, etc. Okay, donc du coup, aujourd'hui, lorsque vous développez une API sur .NET Standard 2.0, vous avez pratiquement toutes les API sur .NET Framework qui sont disponibles, et .NET Core a rattrapé ce gap-là pour les implémenter sur sa runtime. Ok. Alors, je vous montre juste à quoi ça ressemble vite fait. Lorsque vous ouvrez votre Visual Studio, donc est-ce qu'il y en a qui utilisent Visual Studio déjà de base ? Vous voyez à peu près tout le monde ? Alors, je ne vais pas faire la démo. Donc là, j'ai une version Visual Studio 2017. Preview. Ah, d'accord, effectivement, ça ne marche pas. Non, c'est bon, duplicate, ça va venir. Voilà. Donc là, lorsque je crée un nouveau projet, vite fait, donc nouveau projet ici, je m'y perds. Ici, lorsque vous faites une API, donc je vais mettre sur Visual C# de base, et lorsque vous faites une librairie, ici, vous allez pouvoir le choisir en .NET Standard. Il n'y a plus PCL. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas installé les PCL, je n'en ai plus besoin. Et par défaut, vous allez créer une librairie qui est .NET Standard 2.0. Okay. Vous pouvez spécifier des versions du .NET Standard qui soient un peu plus antérieures pour supporter des plateformes qui soient, on va dire, un peu plus vieilles. Mais globalement, aujourd'hui, lorsque vous faites une librairie, ne vous embêtez pas à chercher une version de .NET Standard qui soit inférieure à la 2.0. C'est celle qui aujourd'hui est utilisée de facto. Lorsque vous créez par défaut une librairie, vous êtes en 2.0. Okay. Évidemment, lorsque vous allez créer une application, je ne sais pas, une application, j'en sais rien, on va dire une application, une application UWP, elle implémente par défaut .NET Standard 2.0, donc votre API que vous allez développer sera compatible, vous pourrez directement la référencer. Okay. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez aussi réutiliser cette API-là dans un projet Xamarin, par exemple. Okay. Donc voilà, vraiment quelque chose d'assez simple. Et vous voyez ici, sur mon application, je n'ai pas ici le fait que je sois en .NET Standard 2.0 ou quoi que ce soit. Là, je suis sur du .NET Core, je suis sur la plateforme, sur la runtime. Mais cette runtime-là implémente la spécification, par défaut. D'accord ? Donc je ne choisis pas, lorsqu'on développe sur .NET Standard, ce sont pour l'ensemble de toutes les assemblées que vous allez créer, toutes les librairies. Quand après vous passez sur une runtime, là, vous êtes scotché sur la runtime. Okay. Est-ce que c'est clair ? Ça vous va ? Bon, très bien. Donc aujourd'hui, on est sur un tool in action. Donc je vais vous montrer un tool que moi j'ai créé, depuis quelques années. On appelle ça du Moonlight Work chez MS, donc c'est sur mon spare time, on va dire, qui est une librairie de synchronisation de bases de données qui s'appelle .memsync, que j'ai ici sur mon GitHub. Donc c'est du open source. Enfin, je ne mets pas ce genre d'autocollant pour rien, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. Donc c'est quelque chose que vous pouvez récupérer. Vous pouvez récupérer le code et je vais faire une petite démonstration. Et je l'ai créé. J'ai fait exprès de le développer en .NET Standard pour être compatible partout. Donc toutes les démos que je vais vous faire là, vous pourriez les faire sur une application mobile, iOS, Android, Windows Mobile, sur du Windows, sur du Mono, donc sur du Linux, sur du Mac, etc. Tout ce que je vous fais là, je vais vous faire une application console parce que c'est le plus simple pour moi, mais tout ça, ça fonctionne partout. Okay. Bien. Alors l'idée, donc c'est un tool in action, donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'idée c'est de prendre une base de données. Donc ici j'ai une base de données qui s'appelle AdventureWorks, qui est un peu les bases de données standards, sample qu'on a nous chez MS, où j'ai plein de tables.
Donc on parle de base de données relationnelles sur ce coup-là. On ne parle pas de NoSQL, c'est vraiment des bases de données relationnelles. Donc je ferai du SQL Server, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire ça sur d'autres bases de données relationnelles. Je vais juste revenir sur les slides pour vous montrer. Comme ça, ça sera fait. Donc vous avez l'adresse ici, et donc c'est basé sur données standard 2.0. Donc l'idée c'est de dire, bien voilà, j'ai une synchronisation de bases de données entre plusieurs bases de données. C'est du données standard 2.0, et ça supporte plusieurs bases. Alors ça supporte au fur et à mesure que je crée les providers qui vont avec. Okay, donc aujourd'hui, j'ai fait SQL Server, j'ai fait SQLite, j'ai fait MySQL, et je cherche des contributeurs pour m'aider à faire Postgre, Oracle et MariaDB. Bon, MariaDB, je pense que le gap ne sera pas trop important à franchir, mais je ne suis pas un spécialiste ni de Postgre ni d'Oracle, donc s'il y a des gens qui font du .NET et qui connaissent Postgre et Oracle, je suis preneur. Donc il y a une communauté de dingues sur Twitter qui suit donc mon projet, donc moi et moi. Voilà l'ensemble de tous les tweets qui ont le hashtag .memesync. Voilà, donc une communauté de dingue. Voilà, vous imaginez un petit peu le truc de fou. Voilà. Donc c'est pas du peer-to-peer, c'est un modèle master-slave. Okay, peer-to-peer, ça fait longtemps que je fais de la synchro de base de données, et donc le peer-to-peer est un modèle qui est très compliqué à mettre en œuvre. Donc pour l'instant, je fais du master-slave qui est plus simple à gérer. Okay. Et c'est basé sur des providers, comme je vous le disais. Donc il y a des providers pour MySQL, pour SQL Server. Et après, j'ai d'autres outils que je vais vous montrer qui permettent de faire des trucs assez sympas, notamment mettre un proxy web devant, etc. Donc tout ça, évidemment, ce sont des packages qui sont disponibles sur NuGet. Donc je vais vous faire une démo. Alors, quand j'ai présenté ça il y a quelques années, j'avais fait une première version qui était basée sur un truc un peu vieux de chez MS. Et pour faire une synchro, il me fallait récupérer 3 outils, installer 3 assemblées, enregistrer une parce qu'elle était trop vieille. Il fallait générer du code. Enfin, il y avait tout un truc. J'avais un setup qui prenait à peu près 3 pages. Et un jour, quand j'ai dit « Ouais, ça y est, ça marche, je vais montrer ça à des collègues », un collègue m'a dit « Écoute, moi, Seb, j'y connais rien, synchro, les bases de données, je m'en fous un peu, c'est vraiment pas du tout mon truc. Si ton outil, tu n'es pas capable de faire un Hello World en moins de 5 lignes de code, je l'utiliserai jamais. » Et moi, j'avais 3 pages et demie de setup pour faire un Hello World. Et le gap était tellement énorme que j'ai tout réécrit de zéro. Et c'est pour ça que je suis parti sur .NET Standard. Et donc l'idée, c'est de dire, je dois être capable de mettre en place une synchro, une vraie synchro de base de données qui va gérer les conflits, qui va gérer les deltas, qui va tout gérer pour moi en moins de 5 lignes de code. Et c'était ça qui a drivé tout ce développement-là. Et autant vous dire que ça a été très compliqué. Donc je vous fais une petite démo. Donc l'idée ici, c'est de dire, ben voilà, j'ai une base de données ici qui s'appelle AdventureWorks avec plein de tables. Et je vais vouloir la répliquer sur du SQLite, du MySQL, peu importe. Donc je vais rajouter ici direct, donc j'ai créé une application console, hein. Donc je vais rajouter directement ici des dépendances. Donc c'est des packages NuGet. Donc j'ai préparé ma démo, j'ai corrigé un bug ce matin, j'ai republié cet après-midi pour vous dire, hein. Voilà, donc c'est comme tout outil, c'est farci de bugs évidemment. Donc vous avez un cœur qui est donc l'ensemble de tous mes algos qui sont en cœur, et puis après j'ai mes providers. Donc on va synchroniser une base de données maître SQL Server. Et puis après, on peut synchroniser ça sur du MySQL ou sur du SQLite, c'est vous qui voyez. Ou alors on va faire les deux, comme ça au moins on sera bien. Donc je vais installer le provider pour SQLite, et puis je vais installer le driver pour MySQL tant qu'on y est. Hop, MySQL. Et voilà. Donc vraiment, j'utilise des trucs qui sont assez standards, et c'est terminé. J'ai plus besoin de rien installer, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas d'énormes dépendances, si ce n'est ces 3 packages NuGet que vous allez rajouter, qui sont les providers que vous voulez utiliser. À partir de là, il ne me reste plus qu'à coder, et c'est là que le fun commence. Donc ce que je vais faire, j'ai 2-3 choses que je vais rajouter à la mano pour aller plus vite, hein, notamment les chaînes de connexion, parce que je pense que vous vous foutez pas mal de me voir écrire des chaînes de connexion. Donc ici, j'ai 2 chaînes de connexion, une pour SQL Server et une pour MySQL, que j'utiliserai plus tard. Donc là, j'ai AdventureWorks, OK, donc tout va bien. Et après ici, donc évidemment, on ne met pas tout ça dans du code en dur, hein, et on ne met pas son mot de passe en clair. Hein. Voilà. Mais pour la démo, ça ira bien. Donc après, je vais faire une méthode statique, task, et après, je vais faire démo 01, on va dire. Voilà, tac, tac, tac. Je fais les using qui vont bien. Voilà. Donc après, ce que je vais faire, je vais rajouter les using qui vont bien. Encore une fois, c'est pour aller plus vite. Hop là, pour éviter que ça soit trop long. Donc je fais les using qui vont bien dans ce que je vais avoir besoin. Ça, je ne l'ai pas encore référencé, donc je vais le cacher. Et voilà, donc là, on est bon. Donc l'idée, c'est de dire, je vais synchroniser une base de données SQL Server. Donc j'ai un provider qui s'appelle SQL Sync Provider.
Donc je vais appeler ça SQL Sync, qui est un nouveau provider, et dans lequel je vais lui passer une chaîne de connexion, donc qui est celle-ci. Voilà. OK. Et après, donc première ligne de code. Et après, je vais faire du SQLite, si ça vous va. SQLite, Sync Provider. Donc SQLite. Hop. Donc deuxième ligne de code que je vais appeler AdventureWorks.db. Et voilà. OK. Et après, je vais faire quoi? Je vais déclarer toutes les tables que je veux synchroniser. Donc vous n'êtes pas obligé de synchroniser toute la base. Vous choisissez vos tables et vous allez pouvoir les spécifier. Donc encore une fois, je vais les prendre ici directement. Hop. Et voilà. Donc voilà l'ensemble de toutes les tables que je synchronise. Alors c'est important de les mettre dans le bon ordre parce que moi j'utilise cet ordre-là pour faire les inserts et les deletes. J'insère dans le bon ordre et je delete dans le sens inverse. Si vous ne mettez pas l'ordre correct des tables, je peux potentiellement essayer de faire un insert dans une table qui référence quelque chose qui n'a pas été inséré dans une autre. Donc c'est important de bien mettre la catégorie avant le produit, parce que je ne peux pas inscrire de produit si je n'ai pas déjà inséré la catégorie. Donc ça c'est important. Donc troisième ligne de code. Et après, je vais faire ce qu'on appelle un agent. Pardon, c'est un sync agent, excusez-moi. Donc un agent, c'est l'orchestrateur qui va connaître les deux providers et qui va lancer la synchronisation. Donc je fais un new. Donc je lui donne le provider client, donc c'est SQLite. Le provider serveur, c'est SQL Server. Je l'ai appelé comment? SQL Sync. Bon, c'est super mal nommé, mais peu importe. Et après, les tables. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lui dire de se synchroniser. Donc je vais lui dire donc var s prend await agent.synchronize à 5. Et voilà. Et après, je vais faire un console.write de S. Donc S, c'est le résultat, et puis j'ai une sous-string qui est une surcharge qui va faire un joli affichage. Donc 1, 2, 3, 4, 5 lignes de code si on ne compte pas le console.writeLine. Si je veux, je peux la faire en 2 lignes de code, en tout mettant en inline, mais c'est assez moche à écrire, hein, mais vous imaginez que je peux tout faire en une seule ligne globalement. Hein. Mais voilà, globalement, si on est à peu près propre sur soi, ça donne à peu près ça. Et je vais donc lancer cette démo-là. Donc ça, on va le virer. On va faire démo 01. Donc, getAwaiter. Donc là, je suis dans le main qui n'est pas awaitable. Donc, on va faire... non, je me suis trompé. GetAwaiter.getResult. Ah oui, excusez-moi, il est là. OK, et après, je suis à peu près bon. Je vais faire un console.readline pour pas que la console se ferme toute seule. Et on est bon. Et après, ce que je vais faire, je vais reprendre un petit morceau de code juste pour faire une sorte de do-while qui va me permettre de relancer la synchro assez facilement. Voilà, rien de particulier. OK. Voilà, c'est juste pour pouvoir la relancer à l'infini. D'accord, donc à partir de là, j'ai terminé et vous allez voir que je vais tout gérer pour vous. C'est assez intrusif parce que je me conforme à la spécification SQL ANSI parce que je vais être compatible toutes les bases de données. Donc je n'utilise aucune spécification d'une quelconque base, on va dire, tierce. Donc voilà, j'ai terminé. Donc là, j'ai téléchargé 4276 enregistrements en 5 secondes. Alors ça a été un peu long, parce que j'ai tout généré côté serveur et j'ai créé la base de données côté client. La base SQLite, elle n'existait pas, et le provider SQLite va créer la base si elle n'existe pas. Et il va dupliquer tout le schéma. Okay. Alors quand je vous dis que c'est assez intrusif, vous voyez ici, j'ai l'ensemble de toutes mes tables, donc j'en ai 5 ou 6. Si je fais un refresh, vous allez voir que j'ai des nouvelles tables qui sont apparues, qui s'appellent des tables de tracking. C'est-à-dire que globalement, pour ne pas toucher vos tables ici, je ne veux pas rajouter de colonnes à l'intérieur, je rajoute des tables de tracking qui vont vous permettre de traquer les changements dans vos tables au-dessus. Ce qui me permet de ne pas modifier votre schéma. Mais par contre, je suis quand même obligé de rajouter des tables. Donc c'est-à-dire que globalement pour vous, c'est quand même assez intrusif dans votre base de données. Donc il faut le savoir. Après, autre chose, je vais créer aussi, pour pouvoir gérer la synchro, je crée des triggers. Donc pour chacune des tables, je crée 3 triggers qui vont me permettre de récupérer, si c'est un delete, un insert, un update, pour pouvoir mettre à jour la table de tracking. D'accord? Donc encore une fois, c'est assez intrusif. Et la dernière chose, parce que je suis sur SQL Server, je crée des procédures stockées qui vont me permettre de faire tout ce que j'ai à faire. Donc ça, par contre, vous pouvez les réutiliser puisque c'est du CRUD assez classique sur lequel je travaille et sur lequel j'utilise par contre là ici des spécificités d'SQL Server qui sont des table value parameters. Bref. Sur SQLite, je ne génère pas de procédure stockée, je génère directement du SQL en mémoire. OK ? Voilà qui est fait. Et donc, si je reprends ici, donc je vais ouvrir ma base de données donc, que j'ai lancée ici. View server.
Donc là, je vais rajouter une base de données SQLite. Je browse. Donc là, je suis où là DevOps Console, c'est celle-là. Bin, debug, notcore. Voilà, il a créé à 17h28, ce qui est à peu près bon. Là, voilà, elle est ici. Et je close. Et zut, je ne sais plus à quelle c'était. Bon, je vais recommencer pour être sûr de ne pas vous raconter des bêtises. Browse, tac tac, bin, debug, hop, là voilà. Close. Et si je l'ouvre maintenant, ici, table, vous voyez, toutes mes tables ont été créées à la volée, et je peux ouvrir la table produit pour vous montrer que tout a été bien répliqué. OK ? Donc ça, c'est la première phase. C'est ce qui dure le plus longtemps, puisqu'il doit générer le schéma, il doit tout générer côté client. Après, maintenant, chaque fois que je clique sur mon bouton, eh bien, tout va se passer très très vite. Je veux dire, la vérification entre le serveur et le client est assez rapide. Et maintenant, ce que je peux faire ici, c'est par exemple eh bien, modifier un produit. Donc je vais le modifier Edit. Donc je vais modifier celui-là. Donc on va prendre le premier avec un nom qui finit par 58, on va mettre 60. Et évidemment, si maintenant je resynchronise, il me dit que j'ai téléchargé un élément de la base de données serveur. Et si j'ouvre ma base de données client maintenant, du coup, vous vous doutez qu'ici, avec un peu de chance, je suis passé sur 60. Donc tout a été bien synchronisé. Ça a fonctionné. Donc il a bien récupéré le delta, il a bien fait attention. Okay. Si vous voulez récupérer des événements, vous pouvez vous abonner pour récupérer l'ensemble de toutes les tables qui va défiler, quels sont les downloads. Il y a vraiment plein d'événements qui permettent de savoir exactement ce qui se passe dans votre synchro. D'accord ? Après, on peut aussi gérer aussi le fait qu'il y a un conflit. Si jamais ici je mets 600, que je ne fais pas de synchro, et qu'ici je mets 700, donc là, le framework il va dire, ben voilà, j'ai deux mises à jour qui ont été faites de chaque côté. Quelle est celle qui va globalement bien remporter le deal. Okay, donc si je lance une synchro ici, donc par défaut, il faut savoir que c'est le serveur qui gagne. Donc ici, si je rafraîchis, ici, normalement, j'ai toujours 700, et ici, si je rafraîchis, j'ai 700. Okay, donc globalement, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est le serveur qui a emporté le match en disant, ben voilà, si jamais il y a un conflit, la résolution automatique, c'est de dire que c'est le serveur qui gagne tout le temps. Ce qui veut dire que c'est toujours votre maître qui a la vérité. Okay, mais vous pouvez, si vous voulez, eh bien, interagir avec ça en disant, ben écoutez, non, moi, ce qu'il me faut, ce ne soit pas le serveur, ce soit ma règle qui définisse comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est dire, globalement, excusez-moi, j'ai Teams qui se lance, là, je vais le fermer. Hop, je vais fermer tout ça, exit. Et quitte. Ce que je peux dire ici, c'est écoute, c'est simple, si jamais, dès que tu as un conflit qui apparaît, donc on va dire applying change failed, eh bien c'est moi qui vais te dire comment je vais interagir. Et là, globalement, ici, vous allez pouvoir récupérer dans un objet, mais vous allez pouvoir récupérer le conflit, vous allez pouvoir récupérer la ligne du serveur et la ligne du client et pouvoir faire ce que vous voulez. Soit merger, soit dire ben, c'est telle table, c'est telle ligne, donc c'est le client qui a gagné, c'est telle table, c'est telle ligne, donc c'est le serveur qui a gagné. C'est vous vraiment qui gérez ce que vous voulez faire. Donc là, pour le fun, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est de dire que, eh bien, quel que soit le conflit, eh bien, c'est toujours le client qui gagne. Donc là, je change la règle, je surcharge la règle par défaut. Quelle que soit la table, quelle que soit la ligne, c'est toujours le client qui va gagner. Donc là, c'est plus le serveur qui a la vérité, c'est toujours le client qui va synchroniser. Okay, donc là, je relance. Je ne fais pas la démo parce qu'il ne me reste que 6 minutes, mais vous imaginez un petit peu le truc. C'est-à-dire que globalement, maintenant, c'est toujours le client qui va gagner. C'est vous qui choisissez un petit peu comment ça fonctionne. Bien. Donc évidemment, ça, c'est le plus simple, c'est le Hello World. Mais quand on est en production, on n'a jamais une connexion directe au serveur de prod. Là, j'ai application console. Je fais directement référencer le provider serveur. Mais souvent, ce qu'on a, on est une application mobile. Et ce qu'on veut, c'est aller se connecter à un serveur de prod qui est dans un cloud, qui est derrière un proxy, derrière un serveur web. La vraie vérité de la vraie vie, c'est ça. Donc ce qu'on va faire ici, eh bien, on va continuer, on va rajouter un nouveau projet, qui est un projet web, c'est sur ce coup-là. Donc je vais faire une application ici, que j'appelle comme ça, on s'en fout. Donc qui est une web API, et c'est elle qui va exposer l'ensemble de toutes les API de synchronisation à n'importe quel client. Donc c'est assez simple à faire, donc toujours pareil, je vais rajouter ici mes dépendances. Donc là, je vais rechercher encore une fois ce que je veux. Hop, ici. Donc ici, je vais rajouter donc la version web, donc c'est un proxy.
Je vais rajouter mon provider serveur. Je ne vais pas rajouter SQLite parce que SQLite il est porté par l'application. Le serveur, lui, s'en fout. Lui, il n'a que son driver, son provider, on va dire, serveur. Et voilà. Et à partir de là, il va falloir que j'expose tout. Et encore une fois, évidemment, j'ai essayé au maximum de simplifier les choses. Donc ce qu'on va faire ici, on va directement rajouter... Alors quand on fait de la ASP.NET Core, on utilise un framework d'injection. Donc on utilise un système de service. Donc j'ai fait la même chose. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste rajouter ici... c'est add, je ne sais plus, sync server. Donc je lui dis que lui, il va gérer un SQL sync provider. Voilà, hop. Voilà, dans lequel je vais lui passer une chaîne de connexion. Alors encore une fois, vous m'excusez, mais je vais prendre la chaîne de connexion directement ici. Zip, CTRL-C, hop là. Voilà, et après, je peux lui passer un objet de configuration. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous avez toute une configuration que vous pouvez mettre en place pour être sûr de gérer tout ça comme vous voulez. Donc, si vous avez un objet de conf, sur lequel vous pouvez mettre, vous pouvez créer des archives, vous pouvez créer un batch. Alors, il y a un truc qui est assez sympa. Vous pouvez aussi batcher votre synchro. Quand vous êtes derrière un serveur, vous ne voulez pas que lors de la première synchro, il y ait un fichier JSON, parce que je serialise en JSON, qui fasse 18 mégas. Ce n'est pas possible, hein, parce que vous avez 18 mégas de données. Donc, en fait, il y a un système de batch qui permet de découper en batch de 200 kg, de 1 méga, comme vous voulez. Okay, donc du coup, la synchro va batcher et va pouvoir pas streamer, mais batcher l'ensemble de toutes vos données. Donc je mets par exemple 200. Et donc ici, je vais directement récupérer le code qui va bien. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, hop là. Donc il est ici. Donc je fais ça. Voilà. Et après, il faut que j'expose ça sur un contrôleur, une web API, donc qui est ici. Donc je prends celle par défaut, mais vous pouvez créer la vôtre, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, je vais aller directement récupérer le code qui est ici. Ah, pardon. Hop. Donc je vais vous le décrire. Hein. Donc je vais virer tout ça parce qu'on s'en fout. Voilà. Et donc ici, globalement, ce que vous avez un proxy qui va permettre de gérer tout ça pour vous. Donc là, évidemment, ce n'est pas le même nom. Et globalement, la seule chose que je vous demande de faire, c'est lorsqu'il y a un poste sur ce contrôleur-là, d'appeler cette méthode, et moi je fais tout le reste. Voilà globalement ce que vous allez faire. Et côté client, vous allez tout virer ici. Vous n'allez plus utiliser la version SQL Sync, donc il faut que je rajoute la dépendance à ça, donc il y a du web. Hop, je rajoute, il me reste 2 minutes. Qui est ici, donc je le rajoute, donc je vire celle-là, puisque maintenant celle-là, ça devient du web, hein, donc je vais rajouter le using qui va bien. Donc c'est du web proxy client. Donc je vais faire un copier-coller encore une fois pour aller plus vite. Hein. Tac, tac, tac. Dans laquelle je vais lui passer directement l'adresse qui va bien. Donc là, il faut que j'aille vite, hein, je suis désolé. Je vais récupérer l'URL qui va bien. Donc c'est sur quoi? C'est sur ce port-là. Hop là. Donc slash API slash, je crois que mon contrôleur s'appelle values. Pardon? Non, excusez-moi, j'ai cru avoir entendu quelque chose. Et tout ça, vous ne le gérez plus maintenant. C'est le serveur qui gère toute la configuration. Donc côté client, la seule chose que vous avez besoin de gérer, c'est votre base de données locale et une URL. Et tout le reste, c'est le serveur qui gère. Les résolutions de conflits, les tables à synchroniser, tout est géré par lui. Donc ici, je lui donne son proxy client, je vire la table, et c'est terminé. D'accord? Donc là, évidemment, je me suis trompé. Non, je me suis trompé, c'est comme ça plutôt. Le client puis le serveur. Je vais faire une nouvelle base de données pour être sûr que ça fonctionne. Et là, il va automatiquement se connecter au serveur, et c'est terminé. Donc il me reste 42 secondes pour faire la démo. Une demi-heure, ça passe tellement vite. Alors j'ai plein de choses encore à vous montrer, mais du coup, je ne pourrais pas, c'est un peu l'idée du truc. Hein. Start, hop là. Et je vais démarrer, donc en espérant que tout fonctionne. Je vais faire juste ici un console.readline pour attendre que le serveur web démarre. Il me reste 19 secondes. Donc là, c'est sans les bras. Touche plus au clavier. Et compile poulet, parce qu'il va avoir du mal. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah merde, putain, elle est démarrée. Oh là là. Hop.
Voilà, il me reste 20 secondes. Alors, donc mon serveur web démarre, il me reste 18 secondes. Voilà, je ferme Facebook. OK, donc c'est bon. Je démarre, je lance. Donc normalement, il se connecte au serveur web, il stream tout par batch de 100 kg et avec un peu de chance. Alors c'est un petit peu plus long, hein, ça va prendre plus de 7 secondes, je suppose, voire beaucoup plus. Boum, il a pris 8 secondes 50. Donc là, je suis passé par un serveur web, tout sérieux en JSON, récupérer un local, création de la base de données, création du schéma et synchronisation. J'ai terminé, merci. Et pour ceux qui n'aiment pas, j'ai fait une CLI aussi qui permet de tout faire en mode scripting pour faire du DevOps, du Docker, ce genre de choses-là. Merci à tous.